et bienvenue à la critique exigeante. Pour ce moment que j'ai tellement fait miroiter, c'est-à-dire la review de Tokyo Revengers. La série n'est pas finie, il manque encore je pense 3 ou 4 épisodes pour cette première saison, parce que ça se termine pas là. Mais on a déjà assez d'éléments pour que je puisse forger mon avis. En plus, je me suis spoilé en lisant le manga pour me confirmer qu'il n'allait pas avoir un retournement de situation, qu'il allait potentiellement tout changer. Du moins, je pense pas que c'est là que ça se produit. Donc, on va faire comme d'habitude. Donc, bref résumé, bref avis, le tout sans spoiler. Puis après ça, je rentre dans le spoiler pour aspect technique, personnage, histoire. Et je vous parle également de mon appréciation du générique. Donc, Tokyo Revenger, on y suit les aventures de Takemichi Anagaki, qui est un peu un perdant à l'âge de, je pense, 26 ans. Mais à travers un phénomène qui ne saurait expliquer, il va se retrouver replongé dans sa vie d'adolescent de 14 ans. Et s'en suivra une quête faisant en sorte que, en changeant le passé, il va garantir un présent mieux pour son ex-petit ami qui a été assassiné. Donc attendez-vous à de la bagarre, des gangs de rue, des moments de bravoure et des amourettes. Ça conclurait ce résumé. Et maintenant mon avis très bref. Je ne vous recommande pas Tokyo Revenger. Je suis pas mal sûr que beaucoup d'entre vous ont aimé. Mais si vous êtes le moindrement exigeant, à mon avis ça ne passe pas. Quand je veux recommander une œuvre, il y a des raisons à ça. Là, j'ai rien vraiment. Je trouve que c'est une œuvre qui avait un beau potentiel, mais qui n'exploite pas suffisamment à cause que le scénario est insuffisamment travaillé parmi d'entre eux. Ouais. Donc, allons-y maintenant dans le détail, dans les spoilers. Et je vais même parfois spoiler au-delà même de l'anime, donc spoiler pour le manga. Donc, je préviendrai le moment venu. Donc, niveau technique, allons-y brièvement. Tokyo Revenger, c'est un anime qui parfois peut être beau, assez beau même, il y a des gros plans, mais généralement, c'est pas un anime que tu regardes pour la qualité de son animation. Parce que tu dis que c'est des gangs, c'est des voyous qui s'affrontent, des gangs de rue qui s'affrontent, il y aurait de la baston, il y en a, mais pas tant que ça, et quand il y en a, c'est souvent de la domination, et rarement des duels d'égal à égal, il n'y a pas vraiment des moments qui en mettent plein la vue, ou c'est des moments que tu vas regarder à nouveau parce que tu te dis que l'animation à ce moment-là était tellement enlevante. Pas vraiment. C'est sûr qu'on pourra me dire comme argument que ce sont des gamins de 14 ans, 15 ans, 16 ans à la limite qui se tapent dessus. Donc faut pas s'en entendre non plus des combats d'arts martiaux super enlevants. Je serais d'accord, mais en même temps, tu as des personnages qui ont des capacités assez démesurées. Donc Mikey qui est capable de faire de grandes choses. Le duel Mikey-Amma était quand même pas complètement égal, mais aurait pu avoir de belles choses se produire. Bagil défonce la gueule à 50 personnes. Quand même l'argument qu'ils sont jeunes, donc c'est pour ça que les combats sont un peu plus moribonds, fonctionne pas tellement à mon avis. Donc je trouve ça dommage parce que justement t'as des personnages qui sont balèzes comme ça, donc les voir en action dans des séquences qui auraient pu être somme toute bien animées, qui t'ont un plaisir à re-regarder parce qu'elles sont super enlevantes, ça aurait été bien, ce n'est pas le cas. Tokyo Revenger c'est jamais tellement laid, mais c'est jamais tellement beau non plus. On est peut-être dans un standard moyen. Mais je suis exigeant, donc habituellement j'exige plus de mes animés en termes de qualité d'animation. Maintenant, allons-y pour les personnages. Takemichi, c'est sa principale force, si on veut, comme personnage, c'est peut-être d'être un petit peu très lambda-esque. Son character design n'est pas particulièrement poussé. C'est vraiment un personnage qui est censé être normal et c'est ce pourquoi on peut peut-être potentiellement s'identifier à lui. Mais pas moi, parce qu'il est plus bête que moi. Déjà, parce que vraiment, sa grande force, si on veut, c'est sa ténacité, sa force de cœur, d'esprit, parce qu'il n'est pas particulièrement malin et il n'est pas particulièrement doué en combat. Donc c'est vraiment ce trait-là qui le caractérise. Comment dire, c'est comme s'il y avait une droiture morale ou une intelligence émotionnelle plus grande que les autres personnages. Mais est-ce que c'est une caractéristique suffisamment forte pour le faire briller? Pas pour moi, honnêtement. D'autant plus que j'ai un peu de misère avec le fait que c'est un perdant quand il est adulte, mais quand il redevient à l'adolescence, il se démarque pas tant des autres. C'est pas comme s'il avait une longueur d'avance. Bon, ça s'explique parce que c'est un peu un perdant, mais à ce point-là, il joue le jeu égal avec ses derniers. Je sais pas, mais bon, Erase avait à peu près le même problème aussi, d'avoir des enfants bien trop intelligents. Là. En tout cas, Erase, ils étaient encore plus jeunes que 14 ans, donc ça jouerait encore plus. D'ailleurs, je pourrais faire une review de Erase peut-être si ça vous tente. Et les autres personnages, il y en a. Parfois, tu as des œuvres qui ont des personnages. Même que si tu la connais pas, tu connais quand même ce personnage-là parce qu'il a tellement su transcender l'œuvre. C'est un personnage de.
haut en couleur, de haute voltige. On peut penser à elle dans Death Note, Dio dans Jojo Bizarre Adventure, Gojo dans Jujutsu Kaisen tout récemment. Dans Tokyo Revengers, t'as pas vraiment ce genre de personnage. Mikey et Draken sont bien, mais Mikey est peut-être un peu trop simpliste dans son approche. En plus qu'il a un potentiel d'être plus intéressant qu'il l'est, mais à chaque fois on dirait que l'œuvre remet ça sur le couvercle comme si ça les intéressait pas. Draken est mieux, mais c'est vraiment, ces personnages-là sont davantage l'exception que la règle. Parce que tous les amis de Takemichi, ceux qui sont les amis de base, ils sont vraiment très secondaires au récit. Akun va être davantage présent en fait carrément dans le présent, simplement pour mourir et créer un peu de drame. Et les autres, vraiment, pourquoi ils sont là, pourquoi il y en a autant, je sais pas. C'est de nous faire dire que comme, ah oui, les amis, d'accord, mais est-ce qu'il peut interagir plus avec ces derniers? Parce qu'il n'y a pas grand-chose, honnêtement. À ce niveau-là, je suis déçu de leur sous-exploitation. Et ça va être le cas pour beaucoup d'autres personnages. Je vais aller par les plus réguliers pour finir par des cas plus forts. On a toutes les espèces de lieutenants du Tokyo Manjin, on les entrevoit très rapidement, puis on les développe pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils existent et qu'ils sont très forts. Éventuellement, par exemple, Bajil, on le développe. Et attention, spoiler, hein, au-delà même de l'animé, il meurt. Alors qu'on avait réussi quand même à rendre le personnage un peu plus intéressant. Et non, vous n'en verrez pas plus. Et ça me dérange pas tant, c'est un drame, mais c'est juste l'idée, c'est que après coup, je me regarde les personnages qui me restent, et eux m'intéressent pas parce qu'ils n'ont pas été développés autant. Donc je trouve un peu dommage de comme finalement développer autant de personnages, tout simplement pour le faire décéder. Et les deux derniers exemples assez forts, c'est le personnage de Hinata. C'est quand même la quête du héros, c'est aussi sa petite amie dans le passé. Et je trouve qu'elle est pas très présente dans le récit. On pourrait me dire que comme à quoi ça servirait, elle va pas se battre. Je pense que l'auteur serait justement... À lui, il faut poser ces questions-là. Il y a bien moyen de l'incorporer dans le récit. Pour qu'elle soit plus présente. À la limite, qu'on mette davantage de l'avant le fait que Takemichi, il la voit dans le passé, puis il est content de sortir avec à un point tel qu'il songe à juste se dire pourquoi est-ce que je fais pas juste continuer indéfiniment cette vie-là. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Et autre personnage, et là c'est vraiment pire à mon avis, sous-exploité, c'est Naoto. Hein, le générique nous vend l'idée que c'est le partenaire de Takemichi, qu'ensemble ils vont réussir à résoudre cette affaire, si on veut. Non. Dans le futur, ou le présent, peu importe, là, il sert seulement à, comment dire, que Takemichi ait des accès, comme par exemple aller voir Draken en prison, des trucs comme ça. Mais ça se limite à ça. Mais c'est surtout dans l'idée que, une fois qu'il est dans le passé, il ne peut pas interagir, forcément. Mais l'idée, c'est que même si Takemichi a informé Naoto des événements du futur et que c'est à cause de ça qu'il va devenir celui qu'il est dans le présent pour l'aider, il va pas chercher sa collaboration. On dirait qu'il est jeune et qu'il peut pas forcément super aider, mais il y a des idées quand même. Je veux dire qu'il est tout jeune, donc il pourrait aller se faufiler sans se faire trop repérer, que personne ne se soupçonnerait un petit gamin de cet âge-là. Quelque chose qu'on utilise le personnage, mais non. Sa seule utilisation dans le passé, c'est juste aller comme « Hey, je voudrais voir ton frère, Ina, serre-moi la main. » Et voilà, c'est fini. Même Naoto comprend pas trop pourquoi, genre comme « T'aimes beaucoup me serrer la main? D'accord, ok, on se serre la main. » Et voilà. Je trouvais ça dommage. Je veux dire, le générique nous vendait l'idée qu'il y avait une belle collaboration entre les deux, puis j'aurais trouvé ça intéressant qu'il y ait justement une espèce d'effet, pas forcément miroir, mais voir le Naoto jeune versus Naoto adulte, leurs différences, voir à quel point finalement ils sont peut-être plus... ils se ressemblent malgré tout, qu'on utilise le personnage tout simplement, mais non. Donc là-dessus, ça m'a déçu. Et passons justement à l'histoire, qui m'a aussi déçu. Pour essayer de faire ça rapidement, on a un concept de voyage temporel, qui la façon dont ça fonctionne, c'est 12 ans aller-retour, et que si dans le présent puis que le temps continue d'avancer, tu recules d'un 12 ans précisément, donc ça fait en sorte que Tamagotchi ne peut pas non plus trop perdre son temps dans le présent afin d'accumuler des informations, parce que sinon, il va louper les événements importants du passé. Ça, c'était intéressant. C'est juste qu'on dirait qu'on a un scénario qui se fout un peu des détails, et ça m'énerve toujours un peu beaucoup, dans le sens où quand Takemichi du présent va dans le passé, il vole, si on veut, la conscience de celui du passé. Il l'occupe à sa place. Et ainsi, quand il quitte, le Takemichi du passé reprend contrôle. Et ça soulève plein de questions.
Je veux dire, il doit avoir, mettons que ça fait 2 semaines qu'il n'a pas pu occuper son corps et qu'il se réveille. Est-ce qu'il a souvenir de ce qui s'est passé ou c'est comme s'il se réveillait d'une espèce de coma? Là-dessus, il y a ça, le fait qu'on on s'intéresse pas tant à cet enjeu-là, mais qu'on en parle quand même, parce que je pense qu'il y a juste Hinata, malheureusement, qui se rend compte qu'il y a justement 2 Takemichi. Et là, on soulève l'autre enjeu, qui va aussi être avec Mikey, c'est que on, on aurait pu facilement faire avancer le scénario beaucoup plus rapidement, peut-être régler trop facilement les problèmes, si Takemichi disait simplement aux gens que « Ah oui, je viens du futur, puis je sais ce qui va se passer. » Naoto va essayer de très rapidement, c'est plus l'auteur à travers lui honnêtement, là, dire que non, faut pas que tu fasses ça, ils te croiront pas. Moi, ça marchait, parce que je croyais à ce genre de choses-là, mais tu dis ça aux autres, ils ne te croiront pas, tu peux pas utiliser cette voie-là pour résoudre le problème. D'accord. Le problème, c'est que, bon, Hinata se rend compte de quelque chose cloche, forcément. Elle voit bien que Takemichi a un peu des sautes de personnalité, des changements, genre les Takemichi gamins, comme je pense qu'elle le considère, et celui plus adulte. Et même Mikey, à un moment donné après que Draken se soit finalement rétabli de s'être fait poignarder, va un peu confronter Takemichi et lui dire comme « Ouais, finalement, tout ce que tu disais qu'il allait se produire, mais tu n'étais pas capable de me donner des justifications, ben ça s'est produit. Donc, qui es-tu? » Et là, j'avais aimé ce moment-là. Je me disais « Bon, enfin, Takemichi va juste dire la vérité et le scénario va avancer de façon conséquente. » Non, mais Mikey se rétracte. Non, regarde, j'ai comme des légions. Mes questions sont légitimes, mais je m'en fous. C'est non. Et voilà, on passe à autre chose. Je sais pas, ça me semblait très irréaliste, presque contre-intuitif comme moment. Je me dis comme. C'était étrange, honnêtement, comme forme d'écriture. Je trouve ça dommage parce que ça aurait justement fait avancer beaucoup l'intrigue. Et spoiler à fond, la caisse encore une fois par rapport à l'anime et même peut-être le manga. Éventuellement, Takemichi, je le sais, je ne sais pas tous les détails, mais il leur dit, ils le savent qu'il vient du futur. Donc pourquoi retarder ça si éventuellement tu fais que ça se produit, je comprends pas. Je trouve que justement ça fait avancer l'intrigue de façon conséquente. Autant le faire quand même assez rapidement, surtout quand les personnages ont des raisons de le croire. Et aussi, comme je vous disais, c'est juste un scénario qui réfléchit pas beaucoup, puis je vais donner des exemples. L'idée premièrement, c'est que Takemichi, il subit davantage le scénario qu'il l'influence. Alors que justement, toute l'idée, c'est que ça soit lui qui l'influence pour que ça change. Ça m'énerve. D'autant plus que le scénario va être un peu redondant, honnêtement. Là. Je veux dire, il y a une guerre entre les 2 clans, quelqu'un se fait poignarder, puis après coup, c'était Osanai qui se faisait poignarder, avec Draken, guerre entre les 2 clans, surtout que c'était l'enjeu principal, Takemichi savait qu'il fallait qu'il empêche Draken de se faire tuer. Or, il se fait poignarder, ok, d'accord. Et là, tout récemment, encore une fois, l'enjeu c'est « Ah, faut que j'empêche Bajil de se faire tuer alors d'une confrontation entre 2 clans et il se fait poignarder. » Quoi? C'est super redondant, honnêtement. D'autant plus que dans chacun des cas, Takemichi ne réussit pas à le faire. Et dans le deuxième cas avec Bajil, c'était presque ridicule, honnêtement, qu'il se disait lui-même comme « Ah oui, c'est vrai, en passant, Castora est maintenant hors d'état de nuire, donc Bajil est correct. » Il se fait poignarder pile poil quand il se dit ça. C'était un peu ridicule, honnêtement. Et justement, toute cette deuxième partie-là, je comprends absolument pas c'est quoi les motivations de Bajil. Vraiment, absolument pas. Attention, encore une fois, spoiler à fond la caisse, toujours. Donc désolé si vous n'avez pas vu au complet l'anime. Vous regarderez cette vidéo après que ce soit ça quoi compléter. Mais bon, Basil veut péter la gueule à Kisaki. À la limite, il veut même le tuer. Parce qu'il sait que Kisaki est une mauvaise personne. Et c'est là aussi que ça m'énerve beaucoup. C'est que s'il le sait, c'est un membre fondateur du Toman, donc pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas à Mikey? Non, il le fait même pas, il se dit juste comme, bon ben, faut que j'aille le buter en trahissant le Toman. Mais déjà, pourquoi est-ce que trahir le Toman, t'as besoin de ça? Je veux dire, en trahissant le Toman et en rejoignant Valhalla, puis je sais pas à quel point il le sait que c'est Teta Kisaki qui a contrôlé, créé le Valhalla, mais en devenant l'ennemi officiel de Teta Kisaki, en quoi t'attaquer à lui constitue ainsi une surprise? En quoi ça te donne un avantage? C'était bien mieux de rester avec le Toman, puis de trahir, de trahir à l'intérieur du Toman, là, ça aurait créé un véritable effet de surprise. Je comprends pas, donc pourquoi il fait pas juste dire les infos qu'il possède à Mikey, de la même façon que quand Shifuyu, je pense, son adjoint, et Takemichi réussissent quand même à avoir des preuves probantes sur le fait que Kisaki est absolument pas net,
ils vont juste rien dire à Mikey. Si à la limite, genre, t'as besoin des hommes de Teta Kiseki pour la bataille, ben parfait. Mais au moins, tu le dis à Mikey et après, ben, il bottera Kiseki en dehors de tout ça. Mais non. Leur moyen de résoudre des problèmes semble être vraiment pas efficace pour résoudre des problèmes. Je comprends même en fait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Là. Surtout le cas de Basile, je veux dire. Pourquoi tu t'y prends de cette façon-là pour tuer Kiseki? C'est tellement genre... On y croit... Déjà quand il trahit au début sans qu'on le sache trop pourquoi, on comprend pas trop. Et quand éventuellement dans le vent de Valhalla, quand Takemichi le confronte, il lui dit « Pourquoi est-ce que tu fais ça? T'es un membre fondateur du Tokyo Manjin. » Ben il raconte l'histoire comme quoi, hein, lui et Castola sont, si on veut, responsables de la mort du grand frère à Mikey. Cette histoire-là était censée comme convaincre, comme « Ah oui, ok, c'est pour ça que tu trahis Mikey. T'as tué son frère par accident et tu t'en veux, donc là tu te dis que tu veux détruire Mikey. » Quoi? Genre, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Je veux dire, Castora, à la limite, on comprend mieux parce qu'il s'est vraiment bâti comme une carapace pour se dire que... Pour justifier ses actions, comme dire qu'il est correct, c'est les autres qui étaient dans le tort, c'était mes ennemis. Moi, je suis une bonne personne d'avoir fait ça, etc. Mais Basile, ça n'a pas de sens. Surtout que pourquoi il trahit exactement à ce moment-là? Parce que Teta Kiseki a rejoint le groupe? Quoi? Puis là, tu comptes sur le fait que t'es chanceux que Castola est genre... soit sorti de la maison de correction au même moment? Je sais pas, je vais vraiment avoir un scénario qui ne réfléchit pas beaucoup à ce qui se passe. Ce qui est problématique. Encore une fois, certains me diront que je me casse trop la tête, mais j'ai pas repensé à ça en me réfléchissant à l'épisode après l'avoir vu. Non, ça me frappe en plein visage dès le premier visionnement, là, pendant que je visionne. Donc, c'est ça pourquoi moi je ne vous recommande pas Tokyo Revenger. C'est une idée intéressante, mais les personnages agissent un peu comme des idiots. On me dira que c'est normal, c'est des gamins de 15 ans. Mais si c'est normal, ben c'est pas le genre de récit que j'aime. Si vous aimez ça, vous, tant mieux. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Et on va finir avec le générique. Le premier générique, l'ending, je l'ai... non, j'ai rien à dire sur Satagi. Ils m'ont pas réussi à me marquer. Quoique le premier, je pense qu'il y avait quand même un peu sympatoche au niveau son de musique. Donc, maintenant, le générique de début, l'opening, c'est un bon générique. Honnêtement, la musique est bonne, les visuels sont bons. Le seul enjeu, selon moi, c'est que... Et c'est rare que je vais dire ça quand même. C'est un générique qui couvre 24 épisodes, ce qui est quand même rare ce temps-ci. Et ça, des fois, ça peut marcher. On regarde Demon Slayer. Mais là, je trouve vraiment que c'est un générique qui perd beaucoup en puissance évocatrice dès les 12 épisodes. Parce que les segments que ça montre, qui vont concerner cette partie après, donc 12 à 24, sont ultra courts dans le générique. Par rapport à tout le reste. Et je trouve ça dommage parce que justement, un générique, ça peut avoir des fonctions un peu d'aide narrative, comme montrer beaucoup plus des personnages pour te faire comprendre quelque chose. Faut pas non plus que ça fasse tout le travail que l'anime ne fera pas. Mais ici, ça n'aide pas du tout à mieux comprendre Basile et Castora. On les voit, je pense, une seconde dans ce générique. On voit beaucoup trop Mikey Draken, ce qui était comprenable au début. Mais, rendu à 15 épisodes dans la série, je pense qu'ils auraient dû changer de générique, ou à somme toute avoir un générique pour 24 épisodes, mais mieux gérer ce qu'ils montrent. Donc, c'est pas un mauvais générique, c'est juste que j'ai des bémols par rapport à ce qu'on y voit. Je trouve que ça fonctionne pas sur 24 épisodes, mieux sur 12. Il aurait dû changer le visuel, ou avoir un autre générique. Mais bref, c'était mon avis pour une vidéo quand même assez longue, mais forcément, quand je critique une série, c'est toujours très long. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Tokyo Revenger? Est-ce que pour vous, c'est vraiment... Ça cartonne, ou comme moi, vous êtes déçus? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ou la prochaine vidéo, hein, je pense que je vais peut-être faire un pitch de vente justement de Tokyo Revenger. Je pense que ça peut quand même être comique à faire. Et peut-être un incontournable sur une autre série. Je ne sais pas laquelle, par exemple. Donc, à voir. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des suggestions de vidéos, faites-moi en part. C'est sûr qu'encore une fois, je le répète, si vous me dites parle-moi de cette œuvre que je n'ai jamais vue et qui fait 150 épisodes, c'est sûr que ça m'intéresse, mais me taper 150 épisodes, ça prend quand même un certain temps. Donc, je ne peux pas le faire immédiatement. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante! パーチンは東卍でもバリバリの武闘派。やべえ、もろに食らった。